merci. Merci aux personnes en présence et puis un nombre inconnu à distance. Je rappelle qu'avec le hashtag Printemps de l'écho qui doit s'afficher sur votre ordinateur, vous pouvez envoyer des questions qui finalement arriveront, en tout cas une sélection, sur mon portable. Alors, on pouvait difficilement avoir un thème de sobriété sans introduire la question de la réduction du temps de travail, surtout que récemment, la Convention citoyenne en France avait débattu d'une proposition, une proposition qui a finalement été rejetée, qui était réduire le temps de travail sans perte de salaire dans un objectif de sobriété. Donc vous voyez, centralement, il y avait le mot sobriété, et de réduction de gaz à effet de serre. En fait, cette question n'est pas purement une question franco-française. Dans beaucoup de pays, notamment européens, il y a des réflexions au sein du monde du travail, des organisations syndicales, sur une nouvelle vague de réduction du temps de travail avec un aspect emploi, mais aussi désormais cette question de la sobriété, de l'impact du travail, des activités sur notamment les émissions à gaz à effet de serre, mais aussi plus globalement les questions environnementales, de biodiversité, etc. Et donc, il y a des réflexions de l'Autriche, en passant par l'Espagne, jusqu'à l'Écosse. Alors, pour aller plus avant dans ce débat, on a la chance d'avoir aujourd'hui trois spécialistes avec des regards très différents autour de cette question. On a donc Bénédicte Apoué, qui est chercheuse au CNRS et à l'École d'économie de Paris, et qui a travaillé sur la conférence citoyenne, et qui va pouvoir nous expliquer à la fois le process et cette question particulière, cette proposition, comment elle a pu être traitée. Et puis on aura un regard international et de long terme avec Andrea Garnero, qui est économiste à l'OCDE, à la division emploi, travail, éducation, enfin, voilà, une longue liste, et qui est aussi chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Et on a également le plaisir d'avoir un troisième économiste, Jean-Marie Haribé, qui de l'Université de Bordeaux, et qui porte depuis de nombreuses années la réflexion sur l'articulation entre les questions climatiques et les questions de temps de travail. Donc on va faire un premier tour entre les intervenants, puis il y aura une part de débat entre eux, et puis on essaiera de laisser au maximum de temps à des questions de la salle ou via Internet, sachant que voilà, le temps est réduit. On doit tenir, mettons, jusqu'à 1h05. Je pense qu'on nous permettra de déborder de 5 minutes. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Bénédicte. Merci beaucoup. Donc, ma présentation va porter sur la réduction du temps de travail à la Convention citoyenne pour le climat. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, c'est une assemblée citoyenne qui a assemblé environ 150 citoyens qui étaient tirés au sort et qui a travaillé entre octobre 2019 et juin 2020. Dans sa lettre de mission écrite, donc, le Premier ministre demandait à ce que cette convention définisse des mesures structurantes pour parvenir, dans un esprit de justice sociale, à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc, pour ma présentation, je vais m'appuyer sur mon observation de la Convention climat, puisque je faisais partie d'un groupe de chercheurs observateurs qui avons suivi la Convention. Donc, notre rôle, c'était vraiment d'observer. En aucun cas, nous n'avions le droit d'intervenir. Nous devions rester le plus neutre possible. Et je vais aussi m'appuyer sur des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres chercheurs avec lesquels nous travaillons justement sur cette question dans le but d'écrire un article ou un chapitre. Donc, en juin 2020, donc à la fin des travaux de la Convention, 150 propositions qui étaient réunies en bloc ont été soumises au vote des citoyens.
Et un seul bloc a été rejeté, et c'est le bloc qui contenait cette mesure sur la réduction du temps de travail, a été rejeté avec un vote de 65% contre, alors que tous les autres blocs étaient acceptés. Avec un score élevé, mais pas très élevé, c'était la réduction de la vitesse sur autoroute. Et l'immense majorité des blocs, c'était avec plus de 87% des votes. Donc, on voit dès le début que en fait, cette mesure de réduction de temps de travail a un statut tout à fait particulier dans la Convention climat, puisque c'est la seule mesure qui a été refusée par les citoyens. C'est une proposition qui avait été introduite par un citoyen qui était un homme d'une trentaine d'années, qui travaillait dans le milieu associatif et qui appartenait à un des groupes thématiques qui était Produire, Travailler. Donc la Convention climat s'organisait entre des sessions plénières et des sessions en groupe de travail. Donc il y avait groupes thématiques plutôt. Il y avait 5 groupes et donc lui appartenait à Produire, Travailler. Et quand on a interviewé ce citoyen après la fin de la Convention, il nous a dit que quand il était arrivé à l'Assemblée, il n'avait pas du tout cette idée en tête de réduction du temps de travail. C'est une idée qui avait germé dans son esprit lors de discussions avec d'autres citoyens qui lui faisaient part du fait qu'ils n'avaient pas le temps de faire des choses pour le climat. Donc, il manquait de temps dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est ça qui lui a donné cette idée de réduction du temps de travail. Et en fait, dès qu'il a lancé cette idée dans le groupe thématique, il y a une certaine hostilité qui a été très claire. Et ça aussi, c'est un point qui est important, puisque pour la majorité des mesures, on n'a pas vu en fait des débats très forts ou une hostilité très marquée. Mais pour cette mesure-là, oui, clairement, les débats étaient très polarisés. Selon lui, c'est une mesure qui a assez peu évolué dans son contenu au fil du temps. Et dans la version finale, donc celle qui a été soumise au vote, il était clairement dit que cette mesure avait pour but d'aller vers plus de sobriété. Elle mettait aussi l'accent sur l'idée de partage, de justice sociale, qui est un concept très important dans le mandat même de la Convention. Et les arguments qui étaient avancés pour la soutenir, c'était qu'elle conduirait à une réduction des déplacements, au fait que les gens auraient plus de temps libre, donc du temps libre qui pourrait être alloué à du bénévolat ou de l'implication politique, donc la vie de la cité, et à l'amélioration de la qualité de vie. Il y avait aussi dans la présentation de la mesure, il y avait déjà une conscience. Il y avait une conscience très claire qu'il fallait faire très attention à la façon dont les gens allaient allouer leur temps libre, ce qu'ils allaient faire de leur temps libre. Parce qu'évidemment, il est tout à fait possible que des gens qui aient plus de temps libre, en fait, cela conduise à une augmentation de l'émission de GES. Donc, il y avait vraiment cette prise en compte de la nécessité d'action pour éviter cet effet pervers. Un autre point que je veux mettre en avant concernant cette mesure, c'est que globalement, on peut quand même penser qu'il y avait un manque d'information des participants, des citoyens, sur cette mesure. En effet, dans la Convention climat, un certain nombre d'experts, donc qui étaient tout à fait différents des chercheurs observateurs, c'est d'autres personnes, d'experts étaient invités soit dans les groupes, soit en session plénière, pour présenter des idées sur un certain sujet. Et sur ce sujet-là, de la réduction du temps de travail, il n'y a pas eu d'experts invités. Donc, il est arrivé à une intervenante, qui était une personne qui venait de la CGT, de parler du passage aux 32 heures. Et elle a aussi donné un élément chiffré sur un lien entre baisse du temps de travailler et baisse des émissions de GES. Mais ce n'est pas vraiment étendu sur le sujet. Ce n'était pas vraiment le cœur de sa présentation. Et donc, globalement, l'idée, c'est quand même que la plupart des citoyens manquaient sans doute d'informations sur ce sujet. Le citoyen qui était moteur derrière cette mesure nous a dit que lui s'était formé de lui-même, donc par ses lectures, et avec d'autres personnes. Une rencontre a été organisée avec un professeur d'université, mais c'était en parallèle de la Convention, donc pour pouvoir lui poser des questions sur la réduction du temps de travail, le lien avec les GES, mais c'était en dehors de la Convention, ça ne faisait pas partie de la Convention elle-même, si bien que même pas la moitié des citoyens ont participé à cet échange avec ce professeur.
Donc, tous ces différents éléments en fait expliquent que, de mon point de vue, lorsque les citoyens parlaient de la réduction du temps de travail en lien avec la sobriété, certains arguments pouvaient paraître assez critiquables du point de vue des connaissances. Par exemple, dans les échanges entre citoyens, un élément qui revenait souvent, c'était une vision très négative du passage aux 35 heures. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est sujet à débat. En fait, dans le sens où, si on regarde les études, il y a effectivement de grandes variations dans le nombre d'emplois créés selon les études. Mais il me semble qu'il y a quand même plutôt un consensus sur l'idée que oui, il y a eu des emplois créés. Et le chiffre qu'on utilise souvent, c'est au moins 350 000. Ensuite, cette idée de gain de productivité. Et puis, une nuance très forte sur le fait qu'il y aurait une forte hétérogénéité entre employeurs, entre certains employeurs qui auraient joué le jeu des 35 heures, qui auraient donc embauché, et d'autres qui, au contraire, auraient changé de style de management, intensifié le travail, et ce qui aurait abouti à une dégradation en fait, des conditions de travail. Donc je pense qu'à la vision négative de certains citoyens, on pourrait opposer une vision factuelle, sans doute beaucoup plus nuancée en réalité. Et ensuite, un autre élément que les opposants à la mesure, à la Convention climat ont soulevé, et qui pour le coup me semble très importante, c'est cette idée de hausse de la consommation, du fait que les gens qui ne travailleraient pas pourraient sortir davantage, se divertir, partir en week-end, prendre l'avion. Et ça, pour le coup, c'est un vrai point. Mais à mon avis, on ne peut pas forcément dire que ce serait quelque chose de négatif. C'est plutôt qu'il faudrait le prendre en compte et voir à quelles conditions la réduction du temps de travail permettrait d'éviter ce genre d'effet. Et de manière plus générale, on peut penser qu'il aurait été important d'essayer d'avoir une évaluation de l'impact climatique de la mesure, même si c'est évidemment très complexe. Donc, en guise de conclusion, ce que j'ai essayé de faire, c'est vous montrer que c'est une mesure très spécifique parce qu'elle a été rejetée, et que c'est la seule qui a été rejetée, que c'est une mesure qui a suscité de l'hostilité dès le début, et que les débats peut-être n'ont pas été assez informés, mais ont quand même soulevé le concept central qui est qu'est-ce qu'on fait du temps libre, et ce qui me conduit d'autres aussi à soulever la question de la grande difficulté en fait à évaluer l'effet en termes de réduction de GES. Merci Bénédicte. Donc, vous voyez d'une certaine manière, c'est quand même le constat d'un débat qui a été en partie escamoté, ce qui justifie d'autant plus la session que l'on a ce matin. Et je vais passer la parole donc à Andrea qui va nous donner donc son regard. Alors, merci beaucoup. Moi, d'abord, je ne suis pas français, donc j'espère que déjà de pouvoir contribuer au débat et que vous pouvez bien me comprendre. C'est très intéressant tout ce qui a été raconté, aussi les termes et les difficultés du débat, parce que je pense que ça reflète quand même des difficultés qui sont plus larges aussi dans la communauté académique, dans la communauté politique sur ce sujet. Et je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça reflète bien l'intérêt, mais aussi les complexités du débat. J'ai un seul transparent parce que je voulais vous montrer, avoir un regard historique. Surtout les gens ici ne verront pas grand-chose, mais je vais vous guider. L'important, c'est plus les grosses tendances plus que le détail. Ici, c'est l'évolution des heures travaillées, donc le nombre d'heures par travailleur par année entre 1950 et 2021, donc la toute dernière année. Et vous voyez, disons, la grosse tendance, c'est une baisse. Donc, vous voyez des courbes qui descendent. Ça, c'est les pays OCDE. Il y a tous les 38 pays de l'OCDE. Il y en a certains qui ont été mis en évidence. La France est celui qui parle le plus haut et qui descend de manière assez forte. Donc, c'est le violet là, mais bon, donc celui qui parle tout haut à gauche. Mais il y a d'autres pays. Donc, d'abord, premier point, vous voyez, il y a eu dans les 70 dernières années une forte baisse dans tous les pays de l'OCDE, une baisse plus forte ou moins forte, mais il y a une baisse du temps de travail.
sachant que cet indicateur met ensemble beaucoup d'aspects. Il n'y a pas que la durée légale, donc il n'y a pas que les 40 heures, 35 heures, 32 heures, il y a aussi tout juste le nombre d'heures qu'on travaille sur l'année, donc il prend en compte les congés, les jours chômés, mais aussi le temps partiel, choisi ou subi, qui est ce qui est assez important, au moins dans les 20 dernières années, c'est une évolution importante. Mais donc vous voyez, premier point, donc une forte baisse. Deuxième point, vous voyez quand même encore une forte hétérogénéité entre les pays. Donc vous en voyez certains qui sont à moins que 1400 heures par année et d'autres qui sont à plus de 2000 heures, 2200 heures par an. Mais c'est pas forcément le ranking des pays, c'est pas forcément ce qu'on aurait en tête, ou je pense que vous pourriez avoir en tête. Le pays où on travaille le moins dans les pays de l'OCDE et dans les pays européens, le bleu tout en bas, c'est l'Allemagne. Le pays où on travaille le plus dans les pays de l'OCDE, qui donc c'est l'organisation, une organisation qui a parmi les pays membres beaucoup de pays non européens et aussi des pays qu'on dit émergents, on a le Mexique. Et si on prend les pays européens, le pays où on travaille le plus, c'est Malta en 2021, suivi par, je pense, la Grèce et la Roumanie. Je ne sais plus lequel vient avant, mais bon. Donc vous voyez, ce n'est pas les pays les plus riches de l'Union européenne, et c'est un des pays les plus riches. Le deuxième, c'est le Danemark, où on travaille le moins en Europe. Donc vous voyez déjà un argument qui se complexifie, dans le sens, c'est pas forcément dans le sens qu'on aurait en tête, en fait. Et donc, mon premier point, c'est la réduction du temps de travail a déjà été faite. Elle a été le résultat, pas vraiment c'est pas le résultat d'une plus forte sobriété, mais c'est le résultat d'une plus forte richesse. C'est, disons, les gains de productivité au cours de l'histoire qui ont été partagés. Donc, on peut les partager, disons, de deux manières pour simplifier, soit plus de salaire, soit plus de temps pour soi. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils travaillaient toute la vie. N'en parlons pas de ce qui se passait il y a même 200 ans, 300 ans. Ils ont travaillé de quand on marchait, plus ou moins, à quand on ne marchait plus, sans week-end, sans vacances, avec une période scolaire inexistante, voire très limitée. Et maintenant, en fait, le temps de travail au cours de la vie, pas seulement au cours de l'année, mais au cours de la vie, est le plus faible qu'on n'a jamais vécu. Et ça, d'abord, c'est bien, mais c'est aussi le résultat justement de la richesse acquise. Donc, pas étonnant, peut-être, aussi ce ranking que je vous disais, qui voit les pays les plus riches tout en bas, donc en termes dans le classement des heures travaillées, et les pays moins riches, plus pauvres, moins riches, dans les pays de l'OCDE au moins, qui travaillent le plus. Donc ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième, c'est, et je rejoins le débat, et c'est intéressant parce qu'en effet, c'est toute la difficulté de la question, de penser la réduction de temps de travail comme outil de sobriété est moins évident que ce qu'il paraît, parce que justement, ça dépend beaucoup de ce qui se passe dans le temps libre, même plus proche, disons, au débat actuel, même l'effet net du télétravail, disons, sur l'émission de gaz à effet de serre en général en termes de consommation n'est pas si clair. Ils ont même l'idée, ok, évidemment, on ne prend pas la voiture, on ne prend pas les transports pour aller travailler, mais ça dépend beaucoup de ce qui se passe à la maison, parce qu'après, il faudra chauffer la maison, il faudra utiliser de l'électricité à la maison, ce n'est pas nécessairement les méthodes les plus efficientes. Donc, c'est pas, l'effet net n'est pas clair là non plus. Et donc, ce qui se passe dans le temps libre est clair. Et troisième point, c'est intéressant aussi, et je retrouve donc dans le débat de la Convention citoyenne, que la question du temps de travail est évoquée un peu selon les saisons, un peu selon les personnes et les perspectives, pour des raisons différentes et variées. Mais la toute première, et ça m'a frappé, c'était l'idée est venue à ce citoyen parce qu'il sentait, il entendait que les autres, ils n'avaient pas le temps pour s'occuper de la question. Donc en fait, tout d'abord, c'est une question de je veux plus de temps pour moi, donc je veux plus de temps pour moi, ma famille, et moins de temps pour le travail. Donc, et ça, c'est intéressant parce que
en effet, ça, c'est un peu l'objectif premier de la question. Après, on en a un peu rajouté d'autres, pas tous forcément disons, cohérents avec l'objectif, donc qui était un moment, surtout donc, les anciens, à la vieille manière de penser à la réduction du temps de travail, l'idée de travailler moins pour travailler tous, donc un effet d'emploi, disons, de créer plus d'emplois, ou une manière de booster la productivité. Donc il y a toutes des raisons qui peuvent être discutées derrière la réduction du temps de travail, mais la toute première, je pense, ça reste la question d'équilibre. Et justement, c'est pas étonnant qu'il y a un pays qui a réduit peut-être moins que d'autres, et il est au milieu, qui partait bien plus bas que la France, mais maintenant qui est bien plus haut que la France, c'est les États-Unis. Donc, qui est la ligne verte, donc celle légèrement plus horizontale que les autres, parce qu'il y a aussi une question, au fond, une question sociétale de la place du travail dans la vie de chacun et dans la vie de la société. Et donc, les pays européens qui ont choisi, et pas pour des raisons économiques, pour des raisons plus sociétales et de valeur, de travailler moins, d'avoir plus de congés et d'avoir plus de temps pour soi, et d'autres moins. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas juste des questions économiques et tout ce qui en suit, l'emploi, l'environnement, etc., mais il y a aussi des questions de valeur. C'est pour ça peut-être que ça rend le débat aussi chaud aussi, parce qu'il y a des visions légitimement différentes, mais qui expliquent donc, je pense, les différences nationales et les termes du débat. Donc, pour couper court, mon message, c'est un débat qui est bienvenu, nécessaire. C'est un débat pas nouveau, parce qu'en fait, c'est qu'on a fait, mais c'est pas, de mon point de vue, tellement... en tout cas, c'est pas comme l'objectif premier, c'est pas la question de sobriété ou même voir à l'extrême de décroissance, mais c'est plutôt le contraire. C'est le partage, un partage approprié des fruits de la croissance, mais qui peut être donc aussi encadré dans un objectif plus général de croissance soutenable et équitable. Merci Andrea. On peut remarquer que les États-Unis sont aussi le pays qui a les plus fortes émissions au sein de l'OCDE par habitant. Alors justement, enfin, avec Jean-Marie, on va essayer de voir voilà, s'il y a une voie vers une réduction du temps de travail qui justement mène en même temps un objectif de réduction au moins des émissions de gaz à effet de serre. Bonjour à vous tous, merci. Je vais m'inscrire tout à fait dans les propos et de Bénédicte et d'Andrea. De Bénédicte, parce qu'il se trouve que lorsque la Convention citoyenne s'est arrêtée, a publié son rapport, j'ai fait une chronique un peu à l'emporte-pièce, dont le titre était « La 150e était la bonne ». C'est-à-dire la seule mesure qu'ils avaient refusée était peut-être celle qu'il fallait recreuser, comme tu l'as indiqué. Et puis, je vais m'inscrire aussi dans vos pas, Andrea, parce qu'effectivement, cette question de la sobriété qui pourrait être liée à la question de la réduction du temps de travail, elle vient à un moment où la sortie du productivisme, voire pour certains du capitalisme lui-même, auquel le productivisme est intrinsèquement lié, se pose. Et donc, pour voir ça très rapidement, je vais vous donner 3 idées, dont les 2 premières ont déjà un peu été explorées par mes collègues et amis. La première, c'est qu'effectivement, la RTT est une tendance séculaire qui a joué un rôle moteur dans le partage de la valeur ajoutée, comme vous l'indiquiez il y a un instant. Selon les études de long terme sur l'évolution, pour le cas de la France, du 19e siècle à la fin du 20e, on sait que la productivité horaire du travail a été multipliée par un facteur d'environ 30, dont l'heure de travail 30 fois plus productive aujourd'hui qu'il y a un siècle et demi. La production, un facteur multiplicatif de 26. Donc, vous voyez cet écart dans lequel va jouer un rôle moteur la réduction du temps de travail. Parce que depuis ce moment-là, on travaille à peu près sur l'année et sur la vie active 2 fois moins que nos aïeux. 2 fois moins. Et donc, c'est ce rapport productivité égale production, un rapport au sens d'une fraction, d'une simple fraction, d'un rapport mathématique tout simple. Productivité horaire égale production sur quantité d'heures de travail travaillées. À ce moment-là, on voit que la réduction du temps de travail de moitié a permis de combler, et plus que combler, l'écart entre la croissance de la production et de la productivité, puisqu'on a créé
pendant ce siècle et demi à peu près, 75% d'emplois en plus. Un facteur de 1,75 à peu près, j'arrondis les chiffres. Bon, mais comme vous l'avez dit, cette révolution qui est générale partout sur le long terme, mais elle ne se fait pas au même rythme selon les pays, ce qui fait qu'on arrive à des montants actuels de temps de travail un petit peu différents. Même s'il existe aussi des différences d'utilisation du temps. Par exemple, entre le temps partiel en France et en Allemagne, ce n'est pas du tout pareil. En France, le temps partiel, c'est à peu près 18% de la population active. En Allemagne, c'est 27%. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je me suis amusé à travailler cette année. Il y a une corrélation extrêmement négative entre le taux de chômage dans les pays et la proportion de temps partiel. Là où il y a du temps partiel très fort, il y a un taux de chômage plus bas et inversement. Et la France et l'Allemagne sont dans cette situation opposée. Et si on fait ce lien donc, entre la productivité, la production et le nombre d'emplois, la variation de l'emploi va donc résulter de l'écart qu'il peut y avoir entre la variation de la production et de la productivité et à durée du travail inchangée. Autrement dit à l'envers, si la productivité croît plus vite que la production, alors la seule manière d'augmenter le nombre d'emplois reste la réduction du temps de travail. Et donc c'est ça qui nous met en mesure de réfléchir au rôle qu'elle peut jouer dans un mode de développement qui soit non productiviste, non gaspilleur, non émetteur de gaz à effet de serre, etc. etc. Et le problème, c'est que jusqu'ici, on a raisonné exclusivement quantitativement, sans rien dire de la qualité du travail, de la qualité de la production. Et donc, qualité de la production, vous pensez de suite à la nature de la production, au type de bien qu'on va fabriquer, et de la qualité des conditions de travail pour effectuer cette production. Parce que implicitement, on faisait jusqu'ici l'hypothèse que la RTT améliorerait la condition de travail sur le long terme. Et ça s'est vérifié. Sauf peut-être dans la toute dernière période, à l'ère des politiques qu'on appelle néolibérales, où ça a été beaucoup moins vrai. Et la nouveauté, et c'est là le problème auquel nous affrontons, est que nous avons affaire, donc, en plus des questions sociales d'autrefois, et qui restent permanentes, très fortes encore, on a affaire à une crise écologique qui oblige à remettre en cause le modèle productif et le modèle de consommation. Et donc, se pose le problème donc, en termes de sobriété. Alors, est-ce qu'il faut donc produire toujours davantage dans les pays qui sont déjà développés comme les nôtres, ou au contraire, rechercher en diminuant la quantité de travail imposée aux individus, est-ce qu'il faut rechercher une meilleure qualité à la fois du travail et de la production qui en résulte? La question pourrait surprendre parce que vous entendez aujourd'hui la plupart des représentants patronaux, la plupart des gouvernements affirment qu'il nous faut travailler davantage. Et par exemple, reculer l'âge de la retraite, qui est une manière d'allonger le temps de travail sur l'ensemble de la vie active. Au passage, mais ça va être objet des discussions dans les prochaines semaines peut-être, au passage avec un taux d'emploi des seniors qui, vous le savez, est extrêmement faible parce que les entreprises n'embauchent plus ou débauchent au contraire, c'est les personnes à qui on veut faire travailler, que l'on va faire travailler davantage, mais qui sont hors emploi pour quasiment une moitié d'entre eux au-delà de 60 ans. Et donc l'enjeu est ailleurs de la problématique qui est disséminée dans la plupart des médias. La RTT obligerait donc à modifier la répartition des revenus. Et c'est ça, je pense, qui est l'épine dans le pied de la discussion sur cette question-là. Et depuis le 19e siècle, les maîtres des forges, puis les 200 familles dans les années 30, puis aujourd'hui les patronats européens dans leur ensemble, disent que si l'on réduit le temps de travail, on va vers la catastrophe économique et au contraire, il faut l'allonger. Sans se demander s'il ne vaut mieux pas allonger le temps de travail de ceux qui sont à 0 heure plutôt que ceux qui ont déjà un emploi. Donc vous voyez le paradoxe, la contradiction. Mais, et là... mes collègues le soulevaient à l'instant, et ça sera aussi mon dernier mot, il y a un problème à résoudre. C'est qu'effectivement, à quoi sera utilisé le temps libéré ? À quoi il sera utilisé ?
Et bon, vous avez soulevé la contradiction, le paradoxe. Moi, je ne vois qu'une manière de se sortir de cette difficulté qu'il ne faut pas nier. C'est en tablant sur la qualité. Et la qualité tous azimuts, c'est-à-dire la qualité des conditions de travail, la qualité de la production et la qualité des services publics qui échappent à la logique marchande, de manière à ce que, effectivement, une progression des salaires et du fameux pouvoir d'achat serait moindre dans une situation où on s'aventurerait vers une société moins productiviste. La production des revenus, au sens monétaire des termes, serait moindre peut-être que dans une situation antérieure où beaucoup des gains de productivité étaient affectés en termes de pouvoir d'achat, mais passerait davantage par un accès plus égalitaire et meilleur à des soins de qualité, à une éducation de qualité, à une culture de qualité, etc., dont on sait qu'ils ne sont pas émetteurs zéro de gaz à effet de serre, mais qui sont tout de même moins émetteurs de gaz à effet de serre que les productions industrielles, les voyages au bout du monde, etc. etc. Donc je pense que jusqu'ici, je termine là-dessus, jusqu'ici, l'utilisation des gains de productivité a été faite surtout en termes quantitatifs. Et je pense que pour sortir des difficultés que l'on vient de pointer, il faudra la penser en termes qualitatifs. C'est-à-dire donc, et ça veut dire qu'on se heurte à des obstacles très très importants, puisqu'il s'agit de remettre en cause la logique de l'accumulation du capital, la logique marchande, et au contraire prioriser des logiques non marchandes qui seraient également en tout cas moins productivistes. Et donc vous voyez bien que là, on sort d'un débat purement économique, mais on est dans plein de débats de société. Bien, merci Jean-Marie. On voit les complémentarités de vos trois interventions. Et voilà, je vous propose peut-être de réagir chacun d'entre vous, mais peut-être je peux lancer une question aussi à Bénédicte. C'est finalement pourquoi il n'y a pas eu donc ce débat, pourquoi on n'a pas fait venir des experts, contrairement aux autres questionnements, alors même que, bon, il y a quand même de nombreux chercheurs en France sur le temps de travail, il y a de nombreux résultats. Alors, le fait est que je ne saurais pas répondre à cette question, donc je sais pas vraiment pourquoi, en fait. Et en revanche, qui était un point qui était peut-être un peu amusant, c'est que, et c'est ce que nous dit le citoyen qu'on a donc interviewé, c'est que parmi nous, chercheurs observateurs, il y avait au moins une ou deux personnes qui en fait avaient des connaissances sur ce sujet-là, mais étaient dans un autre rôle en réalité. Donc en fait, lui, ce citoyen, en gros, il comprenait pas pourquoi on n'avait pas demandé à ces personnes-là d'intervenir, mais c'était pas leur rôle en fait. Donc en fait, je sais pas vraiment répondre à cette question. Donc vous étiez sous la main, mais c'était qui, enfin juste pour comprendre la dynamique, qui décidait finalement de faire venir des intervenants? Alors moi, j'ai pas travaillé sur ce sujet-là, mais en fait, il y a eu deux choses. En fait, il y a eu d'abord, je pense que c'était le comité de gouvernance qui a décidé peut-être pour les premiers, mais ensuite il y avait quand même donc pour la première session par exemple. Mais après, en fait, on demandait aux citoyens de donner des noms. Et puis après, les personnes étaient invitées, acceptaient, n'acceptaient pas. Mais moi, c'est pas un sujet sur lequel j'ai travaillé, donc je peux pas vraiment répondre à la question sur pourquoi un expert n'est pas venu. Je saurais pas dire pourquoi. Il y a eu un blocage à un moment donné. Voilà, peut-être Andrea, si tu veux. Peut-être pour de rebondir sur deux petits points. Déjà, une question générale, une réflexion, si le moment se complique de manière ultérieure, disons, par la période qu'on vit, disons, la période d'inflation, surtout je vais faire référence à ça, parce que si on dit, maintenant on est clair que le temps de travail, c'est une de deux sources, disons, pour partager la valeur.
Maintenant, je pense que beaucoup de monde, aussi parmi les syndicats, mettent un certain poids sur la partie salariale, parce qu'il faut regagner ce qu'on a perdu, ce qu'on est en train de perdre. Donc, est-ce le bon moment? Et la deuxième chose, c'est que si je regarde aux expériences récentes, en France, on parle souvent donc des 35 heures, des lois Aubry, etc. Mais récemment, on a aussi eu, avant Covid, disons, des choses qui ont bougé au niveau sectoriel parmi les partenaires sociaux, donc un peu au cas par cas, mais j'ai surtout en tête un cas en Allemagne où en fait les syndicats ont décidé que dans les négociations sur les accords collectifs, ils allaient demander des augmentations salariales, mais aussi, et peut-être moins d'augmentation salariale, mais plus de flexibilité dans le temps de travail, flexibilité choisie dans ce cas, parce que flexibilité est toujours un mot un peu ambigu, mais flexibilité choisie par les travailleurs, dans l'idée de ne pas faire une réduction la même pour tout le monde, dans l'idée qu'il y a des nécessités différentes parmi les personnes et parmi les âges aussi. Disons, il y a un certain âge ou certaines personnes qui ont besoin de travailler moins, parce que peut-être ils ont de besoins au niveau de la famille, etc. D'autres à certain âge qui ont des besoins différents et donc de travailler plus. Je pense que dans une économie de service, parce que quand on est à l'usine, sur la chaîne, il faut tous travailler en même temps ou au même rythme, surtout à une époque. Peut-être maintenant, c'est aussi un peu moins ça. Mais dans une économie de service, il y a un peu moins besoin de pointer à 8h, 8h30 et pointer en sortie tous à la même heure. Donc, il y a des marges de flexibilité. Donc, l'horaire de travail, c'est aussi un peu une tradition utile. C'est pour gérer les ressources humaines, l'organisation du travail, etc. C'est pas qu'on va s'en défaire, mais je pense on peut faire un pas en avant et se dire que peut-être on peut être un peu plus flexible et donc de donner non pas forcément, en tout cas, pas seulement une réduction du temps de travail généralisée, mais de la flexibilité choisie par les gens. Après, évidemment, il y a la question de savoir si c'est flexibilité qui se paye, disons, donc un même salaire ou pas le même salaire. Et ça, c'est important aussi dans la question de sobriété, parce que je pense dans la petite littérature qu'il y a sur le sujet, un aspect, c'est l'effet direct, mais l'autre aspect, c'est l'effet revenu, disons. Donc, c'était plutôt réduction de temps de travail, mais pas au même salaire. Donc, des gens qui ont moins à dépenser, aussi moins à consommer, moins à partir en voyage, etc. Donc, il y a toujours plusieurs variables, mais donc, le point de dire, est-ce qu'on peut quand même faire un pas en avant sur une réduction de temps de travail choisie, flexible, un peu au cas par cas. Merci. Jean-Marie, si tu veux rajouter quelques mots. Très rapide. Ce qui explique beaucoup les difficultés, sans doute, c'est le fait que nous sommes dans un contexte, depuis maintenant une vingtaine d'années, on va dire, où tous les instituts statistiques ont montré que la croissance de la productivité du travail s'était considérablement ralentie dans le monde entier. Alors, le processus n'a pas démarré en même temps dans tous les pays, mais il y a une tendance de moyen terme maintenant, sur 20 ou 25 ans, à une baisse de la croissance. Pas une baisse de la productivité, mais une baisse de sa croissance, donc un ralentissement. Et ce n'est pas étranger au fait que la volonté de faire travailler plus longtemps au cours de la vie, avec par exemple la retraite à 65 ans, s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, par exemple, le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites a situé cette évolution. Donc, le corps diminue chaque fois la fourchette dans laquelle il dresse ses scénarios d'évolution de la productivité, puis d'année en année, le scénario descend vers le bas. Et plus il descend vers le bas, plus les gouvernements ont compris que, comme on n'aura plus jamais de croissance économique très forte, eh bien, la proportion des pensions sur le PIB qui augmente très faiblement, eh bien, il faut la ralentir très efficacement, entre guillemets, en reculant l'âge de la retraite ou bien allongeant les durées de cotisation requises. Donc là, on est dans ce contexte-là. Et il est maintenant général dans tous les pays comme les nôtres et même dans le monde entier. Bien, merci. Il y a beaucoup encore d'éléments à dire, mais peut-être quand même, voilà, ça pose la question de la qualité en quelque sorte de la réduction du temps de travail telle qu'elle a pu être faite jusqu'à présent. Si on prend un petit peu les travaux français, voilà, à la louche, qu'est-ce qu'on obtient? C'est que la réduction du temps de travail a été utilisée pour, en gros, un tiers allonger ses déplacements professionnels, c'est-à-dire qu'en fait,
puisqu'on avait plus de temps disponible, on va chercher des emplois plus loin, peut-être mieux adaptés, mieux rémunérateurs. Donc votre temps de personnel, d'emprise du travail, voilà, ça n'a pas été une réduction de 4 heures, mais bien moindre. La seconde utilisation a été de se reposer plus, qui pose une question de finalement un usage d'une réduction du temps de travail qui s'est traduite par peut-être une intensification encore du travail, ce qui ne va pas nécessairement dans un sens de sobriété. Et puis le troisième temps, c'est les loisirs. Et dans les loisirs, il y a de tout. Effectivement, on va faire plus de voyages pour ceux qui peuvent se le permettre. Et c'est peut-être ça qui nous donne une voie de réflexion. On a vu très fortement augmenter les dépenses des ménages dans les jardineries et dans les magasins de bricolage. Parce que les Français se sont mis à faire, au lieu d'acheter de nouveaux meubles, ont bricolé pour réparer leurs meubles, ont fait pour ceux qui ont des jardins, du jardinage, une production domestique alimentaire notamment. Et on voit bien à travers ce triptyque que je viens vous dresser que finalement la réduction du temps de travail peut avoir des significations très très différentes, une avec un impact carbone encore plus important, une autre capitaliste en quelque sorte et productiviste, et une autre vision de notre rapport à la production. Et c'est peut-être cet équilibre à trouver. Alors on a pile un bon quart d'heure en fait pour des questions. Il y en a au moins une ici sur mon téléphone, mais peut-être on peut commencer par la salle. Il y a un micro qui circule. Alors il y a madame là-bas, mais il y a toute une série de jeunes très à gauche, enfin de moi. Allez-y, madame. Vous ne parlez pas du bénévolat comme utilisation, si on peut employer ce mot, du temps libre. Ok, on peut peut-être prendre une autre question ou on va directement sur... On peut immédiatement réagir sur bénévolat, peut-être, oui. Oui, donc en tout cas, c'était vraiment un argument utilisé parmi les gens qui défendaient cette idée à la Convention climat. C'était justement que le temps libre pouvait servir à faire davantage de bénévolat, puisque en plus la personne qui qui était la mesure, c'est quelqu'un qui était salarié dans une association. Donc l'idée de bénévolat, elle lui tenait à cœur. Et aussi cette idée d'engagement politique, justement. Là, c'était une assemblée citoyenne au niveau national, mais on pourrait évidemment décliner cela à des niveaux plus locaux, et ce qui demande du temps aussi. Ouais. Les membres de la Convention citoyenne étaient eux-mêmes toujours en emploi, ou ils avaient une réduction de leur temps de travail pour pouvoir venir à la Convention? Comment c'était passé? En fait, oui, au début, en fait, c'était des week-ends qui commençaient le vendredi, et donc oui, en fait, ils ne travaillaient pas du coup ce jour-là, et ils étaient rémunérés il y avait une certaine somme d'argent pour assister à la Convention climat. Une forme justement, en application, une forme de réduction du temps de travail pour pouvoir débattre et réfléchir sur la société. Après, je ne sais pas précisément comment c'était organisé dans les entreprises. Ça, je n'ai pas posé cette question. Oui. Peut-être sur bénévolat, Jean-Marie, si tu veux dire un mot. Dans le triptyque que tu dessinais il y a un instant, tu disais la troisième part, c'est le temps pour soi, mais temps pour soi, pas simplement pour se reposer, mais pour avoir des activités sociales. C'est une des dimensions très importantes de cette question-là. Et de fil en aiguille, ça nous ramène à la place du travail dans la société. Comment se conçoit maintenant la place du travail dans la société? D'où les empoignades récentes, effectivement, qu'il y a eu sur droit au travail, droit à l'emploi ou bien droit aux allocs, qui est de mon point de vue, qui est un faux débat. Mais en tout cas, ça vient sur la table parce que dans tout le contexte dont nous avons débattu, et dans lequel nous sommes, il y a une réflexion sur la nature du travail, la place du travail dans la société et ses finalités. Retrouver son sens, comme disent aussi nos collègues Thomas Coutreau et Carole Pérez. Voilà, donc je crois qu'on touche la bonne discussion. Votre question sur le bénévolat nous y amène directement. Si je me permets, donc, dans les questions
via le hashtag. Il y a un point qui rebondit sur ce que Jean-Marie a pu décrire à la fin, c'est-à-dire ce ralentissement des gains de productivité. Et en fait, donc, sur ce lien entre travail et technologie, finalement, comment on voit les évolutions technologiques dans le futur et leur rapport potentiel à la productivité et finalement à la question de l'évolution du temps. Peut-être Andrea sur ce plan, comment l'OCDE voit les choses. Ouais, c'est un autre grand sujet qui mériterait non seulement une autre séance, mais peut-être un autre printemps de l'économie, parce que c'est à nouveau, il y a des visions différentes et une complexité du débat, mais disons, en général, il y a certains qui le présentent comme une substituabilité, disons, des machines ou maintenant des logiciels plus que les machines et des travailleurs. Et donc, l'idée qu'on va vers un futur sans emploi, ça, c'est une littérature qui a eu un certain succès, qui a certainement créé des emplois en elle-même, la littérature du futur sans emploi. C'est pas ce qu'on a vu. En fait, en pourcentage, on atteint des records de taux d'emploi dans beaucoup de pays de l'OCDE, pas aux États-Unis, mais certainement dans beaucoup de pays européens. En partie parce qu'il y a aussi moins de travailleurs, parce que les sociétés vieillissent et donc le nombre de personnes en âge de travail diminue. Mais donc, ce n'est pas ce qu'on voit. Ça reste qu'il y a des complexités, disons, à l'OCDE, pour faire un hyper résumé. On voit ça plus en termes de défis, en termes de qualité de l'emploi, plus que de quantité. Donc, ce n'est pas vraiment une question de chômage de masse qui se prononce, mais plus de qualité, donc de travail qui va être partagé, émietté, disons, partagé en petits bouts, peut-être plus intense, finalement, même si on utilise plus de machines, plus de logiciels, en fait, ou moins autonome, plus dirigé, ce qui est important pour la qualité. Donc, on y met moins de soi et on réagit juste à ce que la machine nous dit de faire. Donc, tout ce tas de défis, mais plus en termes de qualité, plus que de quantité. Donc, pas vraiment donc un outil qui passerait pas vraiment via la question du temps de travail, mais de gestion de l'utilisation de machines, de gestion peut-être négociée aussi avec les représentants de travailleurs, parce que les gains de productivité qu'on peut attendre de l'utilisation de ces machines, si elles vont se faire à l'insu de la qualité du travail, etc., vont peut-être des gains aussi qui ne vont pas durer longtemps, parce que la qualité du travail est aussi importante pour l'effort et le plus que le travailleur met dans le travail. Donc, c'est plus dans ce terme en général qu'on présente le débat de technologie-emploi, mais bon, après, c'est une plus longue histoire. Jean-Marie, tu veux rajouter un mot là-dessus ? Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire notre collègue. Il y a eu effectivement beaucoup d'études contradictoires sur le devenir du nombre d'emplois dans l'avenir. On nous promettait une catastrophe avec la disparition de quasiment la moitié des emplois dans certains pays, comme aux États-Unis. Bon, ces pronostics ont pour l'instant été démentis, mais effectivement se pose un problème de la qualité des emplois, donc de la qualité des contrats de travail qui sont proposés. Ça, c'est une vraie question. Globalement, dans le monde entier, le nombre d'emplois augmente. Et le nombre d'emplois salariés continue d'augmenter. Dans le monde entier, bien sûr, avec des différences très nettes entre les pays selon les niveaux qu'ils ont atteints. Ça, c'est sûr. Mais au fur et à mesure de cette augmentation, maintenant se pose la question de la qualité. On a l'air de se répéter, mais je crois que la qualité du travail, c'est lié à la qualité de la production. Et pour réduire l'impact climatique, la réduction des atteintes à l'eau, aux nappes phréatiques, au sol, etc., il y a la qualité de la production qui est liée à celle du travail. Merci. Ben voilà, il y a plein de questions du coup. Et alors à la gauche, là, les jeunes, non. Ah ben, on va un peu, si vous voulez bien, on va prendre. Alors comme j'ai un gros spot devant, je vois rien en fait. Donc, mais voilà, il y a une main là-bas au fond, dans le noir. Et puis on reviendra de ce côté-là de la salle. Hein, vous inquiétez pas. Là-bas. Voilà. Si vous voulez, on va voir, on va peut-être prendre un pool de au moins 3 questions.
Bonjour, oui, vous avez parlé de réduction de temps de travail et surtout de qualité. Et je me demandais s'il y a un retour, on parlait de planification dans la conférence précédente, d'un retour de mise en valeur des métiers de l'artisanat pourrait pas aussi régler la question et des machines et du temps de travail qualitatif. Je pensais à ça par rapport à un texte qu'on a étudié avec les étudiants qui sont là, de Jean Giono, Lettres aux paysans, qui date des années 30, et qui met en valeur en fait le travail de cordonnier du papa de Jean Giono, et qui au niveau du temps de loisir est beaucoup plus qualitatif avec un choix et non plus un temps subi. Voilà, sur la question de l'artisanat. Merci. Donc, on va prendre aussi deux questions là parmi les nombreuses. Alors, c'est pas moi qui gère le micro, donc je sais pas dans quel ordre c'était. Donc, on va prendre monsieur puis madame. Voilà. Là, le monsieur juste là, et puis il y a madame. Et voilà. Bon, on va faire tout le monde. Alors, 4 questions. Donc, monsieur, madame, puis enfin, voilà. Alors, c'est très drôle parce que ma question, elle est vraiment en rapport avec ce qu'elle vient de dire. C'est qu'en fait, je voulais faire remarquer que le temps de travail, tel qu'on l'a présenté avec une espèce de décroissance régulière, en fait, je pense que c'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, pendant des siècles et des siècles, il y avait des paysans, des artisans et des commerçants essentiellement. Le travail salarié, il arrive vraiment au 19e siècle. Et c'est là que nous, on a dans cet imaginaire les ouvriers et les mineurs, par exemple, qui ont des temps de travail qui sont complètement, enfin, qui sont incroyables. Intolérable même. Mais en réalité, le paysan, le commerçant ou l'artisan, il dispose assez librement de son temps. Il prend le temps de parler avec ses clients ou avec ses collègues, etc. Il n'a pas du tout le même temps. Et par exemple, le paysan en hiver, il n'a pas du tout le même rythme qu'en plein été, pendant les moissons, où là, il travaille évidemment énormément. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, et par rapport à la retraite également, un artisan, il est très content de travailler, même au-delà de 60 ans, s'il aime bien son petit boulot et qu'il n'a pas de problème de santé. Donc, c'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même. Et il y a quelque chose à retrouver probablement de cet ordre-là, effectivement, que je trouve vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai... Vous m'entendez? Oui. Une question. Donc, sur cette réduction du temps de travail, c'est quand même assez minoritaire dans la réflexion. Et je voulais savoir si vous aviez, malgré tout, l'écoute des politiques ou au contraire, si c'était un débat qui restait entre universitaires et malheureusement qui restait un petit peu en vase clos. Merci. Merci. Je vais faire juste la partie qui correspond, parce qu'il y a une partie qui a déjà été dite. Moi, la variable qui peut être corrélée pour moi aussi à la durée du travail, c'est le choix des solutions technologiques. Parce qu'évidemment, si on est sur des solutions qui ont été utilisées dans les dernières années à forte intensité technologique, c'est plus facile de dégager de la productivité que si on va sur des solutions à faible intensité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien? En gros, si on va plutôt vers un modèle, comme disait monsieur, où on est plutôt autonome, on va s'occuper de son jardin, on va être en mobilité douce, on ne prend plus le TGV, c'est évident que je ne vois pas trop comment on peut avoir des gains de productivité. Donc, dans la variable, on a bien compris qu'il faut diminuer la production. Sobriété veut dire baisse de la production. Si on ne baisse pas corrélativement le nombre d'heures, on ne voit pas comment on peut sauver cette productivité. Alors, la question que j'ai derrière, c'est est-ce que les économistes sont bien outillés pour mesurer ce qui est qualitatif? Ce qui est quantitatif, on n'a aucun doute là-dessus, hein, vous êtes toujours dans des variables quantitatives, mais pour ce qui est qualitatif, est-ce que vous êtes bien outillés finalement? Excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux rajouter un petit point? Très bien. On voit aussi avec le mouvement donc, des jeunes qui refusent des emplois, que peut-être que cette sobriété elle vient aussi d'un choix d'entrer dans le marché du travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous analysez comme un pouvoir de changement? Parce qu'au final, quand on est chercheur d'emploi, on n'a pas forcément de pouvoir sur le marché du travail. Est-ce que c'est un vecteur vers plus de sobriété ou au contraire, c'est plus temporaire ou c'est pas forcément structurel? Bon, ça fait un gros bloc de questions et on a peu de temps, donc je vais vous demander tous les trois d'être compacts. Peut-être tu commences. Oui, alors moi je vais plutôt répondre à la question de madame. Donc en fait, vous nous demandez si c'est un débat plutôt entre universitaires
Et alors là, justement, moi, je parlais de la Convention climat. Donc, typiquement, ça, c'est pas un débat d'universitaire. Je veux dire, c'est un citoyen qui apporte cette idée. Et la mesure est certes rejetée, mais elle n'est pas non plus rejetée à 80%. Elle est rejetée à 65%. Donc, c'est quand même que c'est... Ah, alors moi, personnellement, je n'essaie pas de convaincre les politiques. Donc, oui, oui, oui. Oui, mais après, un truc quand même où on voit aussi que c'est pas qu'un truc d'universitaire, c'est que quand même il y a eu des expérimentations dans certains pays. Donc par exemple, je vous dis un truc très anecdotique. Hier soir au JT de France 2, il y avait un reportage sur la semaine de 4 jours en Grande-Bretagne. Donc tout ça pour dire, et ça c'est pas un truc d'universitaire ou un truc de politique, c'est ouais. Ah bon? Ouais. Ah. Bon, je vais donner une réponse partielle. Les politiques ne se préoccupent plus que très marginalement en France de ce sujet-là. Personnellement, je suis plus invité à l'étranger qu'en France. Enfin, je ne suis plus du tout invité en France, alors que ce soit en Belgique, Autriche, etc. Je suis invité sur ces questions-là par des politiques ou des organisations syndicales. Peut-être je regarde pas que français, donc je suis un peu plus optimiste dans le sens qu'en fait, le débat est retourné dans pas mal de pays, pas que européens. Donc il y a en Espagne une expérimentation qui a été poussée par le gouvernement. Dans les élections législatives en Italie, on retrouvait le sujet, pas le premier et pas le plus développé, mais dans le programme électoral de plusieurs partis, plutôt du centre-gauche. En Royaume-Uni, il y a une expérimentation en cours. Au Japon et en Australie, c'est des boîtes privées qui ont fait ça, mais qui ont fait débattre ça dans le pays. Donc, en fait, moi, je suis plus optimiste dans le sens, en fait, il y a presque peut-être plus en dehors de l'académie qu'en académie. Donc, ça, je suis plutôt positif. Je voulais juste dire un mot sur la question de la productivité et la balance à trouver. Je pense que c'est une bonne question dans le sens, moi je suis plutôt du côté qu'il faut encore miser, disons, sur la productivité, justement, toujours dans les corrélations, donc c'est une histoire à vérifier, mais dans les courbes, on voit qu'il y a eu un ralentissement de la baisse du temps de travail, justement, au cours de 20-30 dernières années. Donc, on a un peu arrêté. Donc, la réforme française était un peu un peu la fin des grandes réformes, en tout cas des grands changements dans les pays de l'OCDE. Et depuis, justement, ça vient avec un ralentissement de la croissance de la productivité très fort de partout. Donc, les deux choses vont ensemble et je pense qu'on peut... Mais il faut en effet se poser la question, et il y a ce débat sur guider un peu les choix technologiques, parce qu'il peut y avoir des investissements technologiques qui sont juste du remplacement du personnel, comme les caisses automatiques au supermarché, mais ce n'est pas franchement des gros gains de productivité, et d'autres investissements et d'autres choix technologiques qui, par contre, ont des retours de productivité qui peuvent être partagés de manière plus efficace et libérer du temps pour faire autre chose. Et juste un mot, parce que ça me tient personnellement, l'histoire de l'artisanat ou des paysans, etc. Ça, je pense qu'il y a un rôle important de l'école aussi justement sur la vision du marché du travail, c'est que c'est le travail, c'est pas juste un truc de politique ou d'académique. De bien comprendre qu'est-ce que c'est le travail et donc l'importance aussi que l'école parle avec le monde du travail et pas que tout d'un coup on arrive à 18 ans ou à 23 ans sur le marché du travail et on découvre ce que c'est, parce qu'il y a souvent une vision biaisée. Donc, il y a eu pas mal de programmes à la télé dans tous les pays européens sur la cuisine, Masterchef, etc., qui font que ça paraît un secteur cool, trop bien, et où on a l'air de pouvoir devenir connu et faire de l'argent.
Mais en fait, en moyenne, et plus qu'en moyenne, c'est un secteur dur, de conditions de travail dures, de salaires bas, des contrats courts, alors que peut-être l'artisanat, qui était vu comme un truc vieux, de pépé, etc., c'est peut-être au contraire un secteur où il y a de la qualité du travail bien fait, etc. Mais là, je pense que la vision, la communication, et même le rôle de l'école aussi, l'éducation sur le monde du travail est très important. Et ça, dans les médias, c'est pas souvent le meilleur. Et dans l'école, il n'y a pas toujours les moyens, le temps et les opportunités, mais je pense que c'est important. Ça n'a rien à voir avec la réduction du temps de travail, mais c'est un point qui me tient à cœur. Merci Andrea. Alors, notre temps est vraiment réduit. Il y a un ultime mot de Jean-Marie et qui fera conclusion. Je sais que c'est tout à fait frustrant, mais on aura certainement un autre printemps où on pourra s'exprimer. Je confirme ce que disait Philippe sur l'oreille que porteraient les politiques à un discours de la petite minorité d'économistes qui conservent l'idée de la réduction du temps de travail. Je fais la même réponse que lui, à peu près. Mais, pour être plus optimiste, quand même, cette question de la RTT n'a pas disparu du paysage syndical. Mais tout dépend de la période, du rapport de force qu'il y a entre patronat, syndicat, gouvernement dans les pays, où la reprise de l'idée de la réduction du temps de travail vient de manière plus ou moins forte. La CGT en France continue cette bataille-là. La CFDT a longtemps porté aussi cette question-là, un peu moins aujourd'hui, mais il n'est pas dit que ça revienne justement à l'occasion des prochains mois ou années. Gardez cet espoir au cœur. On restera sur ce mot. Merci aux organisateurs.